Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour à tous et bienvenue pour notre deuxième chapitre, mécanique de vol. La mécanique, c'est l'étude du mouvement. Et pour donner un mouvement, pour modifier un mouvement, il faut appliquer des forces. Autrement dit, la mécanique de vol, c'est l'étude de comment faire bouger l'avion en l'air, en vol, en lui appliquant, en variant les forces qui s'appliquent à lui. Nous avons vu dans le chapitre précédent, aérodynamique, comment on crée des forces, comment les mouvements de l'air sur une forme de l'aile avec tous les auxiliaires et les commandes de cette aile, donc les ailerons, tout ça, comment on crée des forces sur notre appareil. On va voir là maintenant comment avec ces forces on va modifier et donner du mouvement en vol à l'appareil. Aujourd'hui, notre premier point, nous allons parler de la stabilité en tangage et nous allons voir qu'il va falloir commencer par poser clairement les différentes forces qui s'appliquent à notre appareil. Tout va tourner autour de l'équilibre, autour du centre de gravité. Le centre de gravité de l'appareil, c'est un point situé sur l'appareil où on peut considérer que tout le poids, l'attraction gravitationnelle subie par l'appareil, est situé. Pour simplifier. Autour de ce point, eh bien, nous allons pouvoir diriger l'appareil en tangage, en roulis ou en lacet. Donc, la manière dont se déplace un appareil est conditionnée par ce qu'on va appeler l'équilibre autour de ce centre de gravité. Si j'appuie à l'avant du centre de gravité, l'avion pique. Si j'appuie à l'arrière, l'avion cabre. Et si j'appuie sur une aile plutôt qu'une autre, il prend du roulis. Et si j'exerce une force ici sur la dérive, dans ce sens ou dans l'autre, il prend du lacet. C'est donc ce que nous allons étudier tout de suite. Et pour commencer, nous allons faire le point sur l'ensemble des forces qui s'appliquent sur mon appareil. Si je représente mon appareil, un appareil, alors on vous dit bien de conception classique, mais nous allons tout étudier autour de cet appareil de conception classique, donc un monomoteur, l'appareil de pilotage loisir le plus répandu. Eh bien, nous allons voir que si nous comprenons la manière dont les forces s'organisent pour ce type d'appareil, il sera assez simple d'extraposer notre connaissance sur d'autres types d'appareils. Alors, sur notre monomoteur, que devons-nous remarquer? Ici, nous allons commencer encore une fois pour se simplifier l'étude, et vous verrez que c'est déjà un petit peu, ça peut paraître un petit peu complexe. Nous allons commencer à étudier l'avion dans un mouvement rectiligne uniforme. Ceux qui ont déjà fait le programme 2 secondes savent de quoi je parle. Mouvement rectiligne uniforme, autrement dit, on va s'intéresser au mouvement de l'appareil quand ce mouvement rectiligne est en ligne droite, horizontale, uniforme, vitesse constante. Donc dans ce cas de figure, mouvement rectiligne uniforme, nous reverrons ça, nous devons avoir l'ensemble des forces qui se compensent. L'ensemble des forces qui s'exercent sur un appareil, eh bien, il faut toujours avoir en tête que quoi qu'il arrive, nous parlons d'appareils qui volent près de la surface de la Terre, donc il y a toujours, première force très importante à noter, le poids. Ce poids, représenté ici, avec la notation P, la flèche au-dessus pour dire que c'est donc un vecteur, ce poids, P égale mg, m, la masse en kilogrammes de l'appareil, g, l'accélération de la pesanteur, à peu près égale à 9,81
On peut considérer à peu près partout sur la Terre. Souvent, en prenant une valeur 10, on fait un calcul plus rapide et assez juste. Donc, à 2% près, c'est quand même pas mal. Ce poids s'applique à ce qu'on va appeler CG, le centre de gravité. Cette première force, il ne faut jamais l'oublier. Deuxième force que nous avons vue quand nous avons étudié l'aérodynamique, la force qui s'exerce sur l'aile de l'appareil. Ce qu'on va appeler la force aérodynamique FA. Cette force aérodynamique, on l'a dit, peut se décomposer en deux forces. C'est en gros la somme de deux forces. Une première force qui est la portance de l'aile, qu'on a notée Fz. Cette portance de l'aile, Fz, elle est donc verticale. On a dit que les forces doivent se compenser. Donc, la portance doit être égale au poids. Si portance égale poids, alors à ce moment-là, la somme des forces verticales est nulle. L'avion reste bien en vol horizontal. Il n'est pas tiré vers le haut ni poussé vers le bas. Mais cette force aérodynamique n'est pas composée ne donne pas que de la portance, nous l'avons vu, elle donne toujours une partie de traînée. La traînée de l'aile qu'on avait notée Tx. Cette traînée est donc dans le sens opposé au mouvement. C'est la force exercée par les frottements d'air sur mon aile. Mon aile avance, les frottements d'air l'empêchent d'avancer, traîner, elle est vers l'arrière. Mais alors, qu'est-ce qui compense cette traînée? Pour compenser cette traînée, il faut quelque chose qui me pousse vers l'avant, qui compense ces frottements d'air qui me retiennent. Eh bien, pour compenser cette traînée, il me faut la traction d'hélice. Traction d'hélice qu'on va noter TU. Donc, cette traction d'hélice, si elle a la même intensité que la traînée, eh bien alors, à ce moment-là, on a un avion qui, la somme des forces horizontales est égale à 0, traînée dans un sens à la même intensité que la traction dans l'autre sens. On a donc un avion qui n'accélère pas ni qui ne ralentit. C'est donc un avion qui vole à vitesse constante. Mouvement rectiligne uniforme. Alors ça, c'est les forces dont on a déjà parlé. J'ai rajouté la traînée. Excusez-moi, la traction. Mais il y a un autre élément qu'il faut qu'on prenne en compte. Nous allons expliquer tout de suite pourquoi. C'est le plan horizontal de queue. Ce plan horizontal de queue eh bien, est composé d'une espèce de petite aile. Mais nous allons voir que cette petite aile crée une force qu'on appelle une déportance, puisqu'elle n'est pas orientée vers le haut, mais vers le bas. Cette force aérodynamique, FA', exercée par le plan horizontal, cette force aérodynamique FA', eh bien, elle est, comme avant, comme précédemment, composée d'une déportance vers le bas, qu'on va noter Fz', et d'une petite traînée. Donc, traînée de l'aile plus traînée du plan horizontal doit être égale à traction. Et nous allons voir que le poids plus la déportance doit être égal à la portance de l'aile. À chaque fois, nous parlons ici en intensité. Pour contrôler en tangage, eh bien, nous allons voir que pour évaluer la capacité d'une force à faire pivoter autour d'un axe un objet, eh bien, nous avons créé, les scientifiques, les mécaniciens ont créé une grandeur qu'on appelle le moment. Alors, pour simplifier très rapidement, le moment, c'est quoi? Donc, c'est l'efficacité, ça mesure l'efficacité d'une force à faire pivoter un objet. Pour faire pivoter un objet, pour faire tourner quelque chose, je vais exercer une force. Mais plus j'exerce cette force loin de l'axe de rotation, et plus cette force est efficace. Donc, le moment, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à une force fois une distance. Cette distance-là, c'est la distance entre le point d'application de la force, on va même dire plus précisément la droite d'application de la force, et l'axe de rotation. Revenons au-dessus pour voir à quoi ça correspond. On l'a dit, mon avion va toujours bouger autour du centre de gravité. Donc, notre centre de gravité, c'est en quelque sorte le point fixe, notre axe de rotation. Donc, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est la manière dont la portance Fz va s'exercer à une distance, centre de gravité, ici, distance entre la droite d'action de Fz et du centre de gravité, ici elle est notée Y. De la même manière, ici, la déportance donc, va être exercée à une distance x du centre de gravité. Pourquoi c'est ces deux forces qui m'intéressent?
Regardons bien dans le cas d'un avion de conception classique monomoteur. Ce monomoteur, il va avoir quoi? Quel est l'élément le plus lourd finalement de l'avion? Eh bien, ça va être le moteur. Ce moteur étant à l'avant, eh bien, on va avoir le centre de gravité qui est très à l'avant. Donc le centre de gravité sur un monomoteur est juste à l'avant des ailes. Or, mon aile va créer une portance vers le haut. On a le poids ici qui va tirer l'avion vers le bas, l'aile qui crée une portance vers le haut. Mon avion, s'il n'a que l'aile principale, eh bien, il va avoir tendance à piquer. Imaginez une force qui appuie ici, le poids, une autre qui pousse ici la portance. L'avion, naturellement, devrait se mettre comme ça. Et c'est là qu'intervient le plan horizontal. Le plan horizontal avec sa déportance, il va faire quoi? Eh bien, il va rappuyer l'arrière de l'avion. Donc on a le centre de gravité là qui tire l'avion vers le bas, la portance ici qui pousse vers le haut. Et du coup, on devrait avoir quelque chose, l'avion qui pivote de cette manière-là. Or, la déportance du plan horizontal va leur amener. Autrement dit, c'est l'équilibre entre cette déportance et cette portance qui va faire pivoter mon avion autour du centre de gravité, donc qui va assurer sa stabilité en tangage. Tout ça pour dire que pour que l'avion soit stable en tangage, c'est-à-dire qu'il ne se mette pas à piquer ou qu'il ne soit pas en train de cabrer, il va falloir que cette force portance et cette force déportance aient la même efficacité à faire tourner l'avion, une compensant l'autre. Il y en a une qui va vouloir le faire tourner comme ceci, l'autre qui va vouloir le faire tourner comme cela. Si ces deux forces se compensent, alors on va avoir un avion stable sur l'axe de tangage. Pour que ces deux forces se compensent, alors qu'elles ont toutes les deux tendance à faire tourner l'appareil, eh bien il va falloir que le moment exercé par la portance soit égal au moment exercé par la déportance. Autrement dit, que nous ayons ici Fz fois Y, moment de la portance, égale à F'Z fois X. D'où la relation que nous avons en dessous, M1 égale M2, c'est-à-dire M1 Fz fois Y, M2 Fz' fois X. Voici comment se passe la stabilité sur l'axe de tangage. On va utiliser souvent, pour bien comprendre, et on va voir comment on va utiliser ça nous jusqu'à la fin, on va essayer de se simplifier cette représentation. On va simplifier cette représentation de manière à ce qu'on ait un schéma le plus clair possible dans notre tête et qu'on simplifie la compréhension de ce qui va se passer quand l'avion va être en l'air. C'est l'intérêt de la représentation simplifiée quand je veux vous présenter en dessous. Qu'est-ce qu'on peut enlever dans cet avion? Ben déjà, la traînée, les deux traînées, compensées par la traction, ça c'est quelque chose qu'on peut laisser de côté, puisque ce n'est ni ces traînées sur lesquelles nous ne pouvons pas agir, ni la traction qui vont me permettre de piloter mon appareil en tangage, en roulis ou en lacet. Donc nous allons nous concentrer sur les portances, les déportances et le poids. Pour faire tout ça, on utilise une représentation simplifiée dans laquelle on va bien garder en tête que la portance totale de l'avion, c'est égal à la portance de l'aile plus la déportance. Cette déportance étant négative. Donc, la portance de l'aile, la déportance du plan horizontal, le tout, c'est la portance de l'avion. Alors, du coup, on arrive à cette représentation. On a fait disparaître la traction, on a fait disparaître les traînées, on a juste notre déportance, notre portance, la portance totale de l'avion. Donc on a dit portance totale de l'avion, c'est la portance plus la déportance. Autrement dit, comme ici, on va avoir un petit déportance. La différence ici qu'on a entre la portance et de la portance de l'aile et la portance de l'avion, c'est cette déportance qui apparaît là. Et donc pour que l'avion soit stable en vol horizontal, il va falloir que la portance de l'avion soit égale à son poids. Attention, ça c'est quelque chose à retenir, puisque nous verrons que dans le QCM du BIA, il y a des fois des questions où on nous donne la masse de l'avion, donc vous pouvez calculer son poids. Connaissant son poids, vous pouvez dire si l'avion est en mouvement rectiligne uniforme en palier, c'est-à-dire ni en montée ni en descente,
à vol horizontal, eh bien on va avoir le poids qui est égal à la portance, et si le poids est égal à la portance, connaissant la masse, on connaît le poids, connaissant le poids, on connaît la portance. Connaissant la portance, eh bien on va pouvoir en déduire des choses sur la vitesse de l'aile, sur ses coefficients. Je vous laisse, on reviendra là-dessus quand on regardera les questionnaires. Il apparaît quelque chose là sur notre schéma que nous n'avons pas encore vu. D'abord, il apparaît ici CP, centre de poussée. Qu'est-ce que centre de poussée de l'aile? Vous savez que l'aile entière, nous l'avons vu sur toute l'aile, s'exerce une dépression. Cette dépression, c'est donc une force qui s'exerce sur toute la surface de l'aile, ainsi que sur l'intrados et sur l'extrados, principalement l'extrados. Mais pour simplifier notre représentation, eh bien, nous allons considérer que l'ensemble des forces revient à une force, qu'on appelle donc portance de l'aile, et ici, on va la situer à ce qu'on appelle le centre de poussée de l'aile. C'est là que l'ensemble des forces sur l'aile s'applique. On peut simplifier comme ça. Et on va voir apparaître un point important, qui va être ici le foyer. Alors, on vous dit le foyer c'est quoi? C'est le point pour lequel le moment de tangage est constant, quelle que soit l'incidence. Autrement dit, ça va être le point pour lequel, le point auquel, eh ben, s'il se passe, entre guillemets, rien, l'avion est horizontal, il n'y a pas de force tendant à le faire piquer ou à le faire cabrer. Donc, finalement, le foyer, c'est le point d'application des variations de portance. Et c'est là tout ce qu'il faut bien comprendre. Qu'est-ce que le foyer? Le foyer, c'est un point imaginaire qui nous permet de simplifier notre étude. En effet, plutôt que de calculer ou de mesurer combien augmente la déportance en fonction de la portance, ainsi de suite, et où est-ce qu'on le place, comment se déplace le centre de pression, tout ça, eh bien, on va se simplifier l'étude en disant le foyer, on va étudier les variations de portance au foyer. On va dire, quand l'avion est en vol, en palier, rectiligne, uniforme, alors l'ensemble des forces se compense. Et donc, c'est comme si aucune force, aucune variation de force s'exerce au foyer. Chaque modification de la portance, de la déportance, eh bien, on va le considérer comme une modification de la portance générale de l'appareil qui s'exerce au foyer. Et donc, on va simplifier notre étude puisque maintenant, nous allons juste parler des variations de portance exercées au foyer en considérant, en gardant en tête que c'est au centre que le centre de gravité, c'est l'axe de rotation. Autrement dit, si je pousse vers le foyer, l'avion va avoir tendance à... Alors, centre de gravité ici. S'il n'y a rien au foyer qui est par là, eh bien, l'avion est en vol rectiligne uniforme. Si je pousse vers le haut au foyer, qu'est-ce qui se passe? L'avion pique. Si j'appuie vers le bas, l'avion cabre. Et donc, on va voir que c'est les modifications de portance exercées au foyer, dans notre représentation simplifiée, mais qui va nous permettre de tout comprendre. Les variations de portance exercées au foyer, eh bien, c'est elles qui vont guider mon avion en tangage. Tout cela vous est redétaillé en dessous du cours, un peu en dessous. Nous allons voir que ici, nous allons parler de variations de portance. Alors, dans le cas d'une augmentation, on l'a dit, foyer, centre de gravité ici, augmentation de portance au foyer, c'est donc une force vers le haut. L'avion se met à piquer. Attention, c'est pas si évident que ça. Augmentation de portance, on a tendance à dire, ah bah si la portance augmente, l'avion est tiré vers le haut. Non, c'est l'aile qui est tirée vers le haut, et si l'aile est tirée vers le haut, l'avion pique. Diminution de portance, exercée au foyer, l'avion cabre. C'est très important de bien se rappeler que le centre de gravité est devant à cause du moteur. Donc le foyer qui est à l'arrière, vers l'arrière de l'aile, eh bien lui, si une force s'exerce vers le haut, si une variation de portance s'exerce vers le haut, l'avion pique. Si une variation de portance s'exerce vers le bas, l'avion cabre. C'est ce qui vous est indiqué ici. Dans le cas d'une augmentation de portance, nous voyons que là nous avons donc delta Fz, augmentation de portance ici. Eh bien on va avoir l'avion qui va avoir tendance à piquer.
Et ça, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça comme ça? Vous allez me dire que c'est un petit peu tordu, on aurait pu essayer de faire autrement. Mais en fait, on va voir que ça permet une auto-stabilité de l'appareil. C'est-à-dire qu'en cas de variation de portance, eh bien, les petites variations de portance ont tendance à s'annuler. Et du coup, normalement, avec l'avion bien réglé, en vol rectiligne, uniforme, en palier, c'est-à-dire ce qu'on va appeler en régime de croisière, une fois qu'on a décollé, qu'on est en l'air, qu'on est sur son axe et que nous avançons vers notre but, le but de notre navigation, et bien normalement, si tout est bien réglé, je ne touche à rien et mon avion est censé rester stable. Comment on fait cela? Donc si une rafale intervient de face, la portance augmente, l'avion cabre. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'aile? Si l'avion se met à cabrer, l'incidence, c'est-à-dire l'angle entre la corde de l'aile et les filets d'air, cette incidence diminue. Or, rappelez-vous ce que nous avions dit, si l'incidence diminue, la portance diminue. Ça veut dire que dans le cas d'une rafale, d'une légère augmentation de portance, l'avion doit piquer. En piquant, la portance de l'aile diminue. Autrement dit, la légère augmentation est compensée par une diminution. Et du coup, on a un mouvement qui va peut-être faire hop, hop. Et l'avion, sans action du pilote, va se restabiliser. Augmentation de portance, diminution de portance, stabilisation. De la même manière, une diminution de portance ferait quoi? Diminution de portance, ça va être dans quel cas? Ça va être si l'air, le vent relatif de l'avion diminue. Alors, c'est pas que l'avion ralentit très vite, c'est qu'une rafale arrive, mais cette fois-ci par derrière. La rafale arrivant par derrière, à ce moment-là, le vent relatif sur les ailes, qui est donc le déplacement de l'avion par rapport à l'air, eh bien, va diminuer. La vitesse du vent diminuant, puisque la rafale arrive par derrière. Du coup, diminution de portance, qu'est-ce qui se passe? Diminution de portance, c'est comme si j'appuyais là sur le foyer. L'avion cabre. Or, en cabrant, il augmente ici l'incidence, donc j'augmente la portance. Autrement dit, une diminution de portance due à une rafale fait cabrer l'avion, mais le fait de cabrer augmente la portance. Et l'avion se stabilise. Hop, hop. Donc on voit que grâce à cette disposition du centre de gravité à l'avant, avec le centre de poussée plus derrière, et puis la déportance sur le plan horizontal, eh bien on obtient des avions qui sont autostables pour des modifications assez modérées de la portance, que ce soit une augmentation ou une diminution. Si cette modification de portance est plus importante, eh bien il va falloir à ce moment-là ce qu'on va appeler une action commandée. Alors, on dit que si la portance dépasse les possibilités d'auto-stabilisation de l'appareil, alors il va falloir, le pilote doit apporter une compensation avec la gouverne de profondeur. Gouverne de profondeur, c'est donc la gouverne qui est ici, à l'arrière du plan. Cette gouverne de profondeur, eh bien, si j'actionne mon manche comme ceci, eh bien, je vais augmenter ou diminuer la déportance, et c'est comme ça que je vais revenir à la stabilité. Tout ça nous amène à l'équilibre autour du centre de gravitation, c'est-à-dire à la manière dont on va charger l'appareil. Alors, on va parler de qualité de vol. On dit que la position du centre de gravité est dépendante de la répartition des charges embarquées. Répartition des charges embarquées, si le moteur, je ne peux pas le bouger. Par contre, dans les ailes, j'ai des réservoirs qui vont alourdir à l'arrière. À l'arrière de l'appareil, j'ai souvent la zone pour mettre les bagages. Et donc ça va tendance à alourdir l'arrière. De la même manière, les passagers avant, donc pilote et copilote, sont devant le centre de gravité, ou près du centre de gravité. Les passagers arrière sont plus éloignés. Mais on va voir que l'étude de la charge d'un avion, la manière dont je vais répartir les charges dans l'avion, est très importante puisqu'elle va jouer sur la qualité de vol. Et donc il faut, avant de décoller, toujours faire un bilan de la charge de l'avion et essayer de voir si la charge est plus à l'avant, à l'arrière, il faut qu'elle soit bien répartie. Vous allez voir tout de suite pourquoi. On vous dit que l'avion est dit centré arrière si le centre de gravité est proche du centre de poussée. Autrement dit, s'il est plus vers l'arrière. Si je charge mon appareil, si les passagers arrière sont lourds, que je mets beaucoup d'essence dans mon aile, dans les réservoirs de queue, si je mets beaucoup de bagages ici, à ce moment-là, j'augmente la masse à l'arrière de l'appareil. Le centre de gravité recule. On va dire que l'avion est centré arrière. Ça va faire quoi? Eh bien, ça va faire que on va être avec le foyer et enfin le centre de poussée et le centre de gravité se rapprochent et on va avoir un avion
qui peut très facilement bouger en tangage. Et on va avoir une influence de la portance de l'aile beaucoup plus petite sur le moment, puisqu'on diminue la distance là, par rapport à la distance avec la déportance. Autrement dit, en ayant un avion centré arrière, eh bien, on va avoir, c'est comme si, ici, je tiens mon avion, si je fais reculer mon centre de gravité, eh bien, je vais avoir un avion qui est très très instable, il faut que je le tienne, très instable, mais du coup qui réagit très vite. Alors ça peut être plus de maniabilité, moins de stabilité. A l'inverse, si je charge plus à l'avant, c'est comme si je mettais mon avion là sur deux béquilles comme ça, s'il y a une plus grande distance là entre mes deux doigts, si mon centre de gravité est plus, si mon avion est plus chargé à l'avant, j'ai un avion qui est très stable. Très stable, ça veut dire qu'il est difficile à manier, donc moins maniable, mais plus stable. Et donc c'est ce que nous appelons la qualité de vol. Suivant comment je vais répartir la masse à l'intérieur de l'appareil, eh bien je vais avoir des qualités de vol différentes. Centré arrière, si le centre de gravité est proche du centre de poussée, je recule arrière le centre de gravité. À ce moment-là, l'avion est maniable, mais instable. Donc ça va être, par exemple, l'intérêt quand je veux faire des manœuvres, quand je veux avoir par exemple, si je voulais, entre guillemets, faire un petit peu d'acrobatie. Je sais qu'à piloter, ça va être beaucoup d'efforts, mais mon avion va être beaucoup plus réactif aux commandes. A l'inverse, si je ne veux pas faire de l'acrobatie, mais que je veux que mes passagers soient confortables pour un long voyage, et surtout que ce soit moins fatigant pour moi pilote, c'est-à-dire que je ne suis pas tout le temps en train de compenser à la commande, eh bien je vais centrer avant. Ça veut dire centrer le centre de gravité est à l'avant, donc s'éloigne du centre de poussée. Et donc c'est la configuration là, c'est très stable. Mais si c'est très stable, c'est difficilement maniable. L'avion est stable, mais peu maniable. Donc ça, alors peu maniable, comme l'instable, tout est relatif. C'est un peu plus instable ou un peu moins maniable, suivant comment on va faire. Mais il faut que tout ça reste dans les normes définies par le constructeur. Ça va être le but du devis de masse et de centrage et de centrage. Et ici, nous avons l'exemple sur un DR400. DR400, c'est un avion classique de club, un avion club, un monomoteur. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on voit que avant de partir, avant de décoller avec mon avion, en tant que pilote, commandant de bord, je dois faire le point de comment je vais charger mon appareil. Et pour cela, eh bien, nous avons un tableau ici qui résume tout. Alors, il y a la masse, parce que vous savez que masse fois G, ça donne le poids. Donc, on va s'intéresser aux masses. Le bras de levier, c'est la distance qu'il va y avoir entre le centre de gravité et la position des différentes choses. Et puis, du coup, tout ça, ça va nous donner un moment. Alors, gardons bien en tête que pour avoir le moment, normalement, c'est le bras de levier fois le poids, et qu'ici, il manque une petite multiplication. Mais bon, en fait, on a un tableau simplifié. Donc, masse à vide, vous voyez que ça ne peut pas changer. Masse à vide, 577 kg avec un bras de levier de 0,369, ce qui nous donne un moment ici. Le pilote, là, vous inscrivez votre masse à vous. Passager avant, masse à vous. Passager arrière, alors là, on aurait pu mettre des S, parce qu'on peut en mettre deux, plus les bagages. Et donc, on va utiliser tout ça, multiplié par le coefficient qui dépend de la place où on est. En effet, le pilote et le passager avant sont à la même distance, 0,41 du centre de gravité, ils sont là. Mais les passagers arrière sont plus loin, ils sont à 1,19. Les bagages sont encore dans les passagers arrière, presque à 2 mètres derrière. Et la masse de carburant qui est dans les ailes, là, vous voyez, elle est en gros un petit peu située un petit peu devant. Et donc, tout ça va nous donner une masse au décollage. Un bras de levier moyen. Et on va avoir ici le moment. En fonction de ce moment, on va pouvoir regarder si on est dans la norme et quelle va être la qualité de vol de notre appareil. Ici, par exemple, donc, on est avec une masse au décollage de 864, donc sur l'axe
verticale, je me place qui est en kilogrammes, donc c'est la masse, je me place à 864. Et avec mes bras de levier, mon moment, eh bien, je trouve un moment à 0,5, 0,509. 0,509, je suis là. Si je regarde dans quel point je suis dans cette zone gris foncé ici. Cette zone gris foncé, c'est quoi? Eh bien, ça va être la zone où on va être plutôt centré arrière. Donc, centré arrière, je vous rappelle, centré arrière, c'est que je tiens mon appareil en gros comme ceci. Il est très instable, il a beaucoup tendance à bouger et donc très maniable. Donc, si je prends ce réglage-là, eh bien, je sais que je vais avoir un appareil plutôt instable et mais maniable. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, je dois disposer mes passagers, mes bagages et du coup aussi mon carburant de manière à être dans cette zone-là. En sachant que si je suis centré très avant, l'éclair, alors mon avion est très stable, peu maniable. Si je suis centré dans le gris foncé ici, mon avion est centré arrière, donc il est très maniable et peu stable. Voilà qui conclura donc notre cours 2.1, notre premier chapitre, notre première partie du chapitre mécanique de vol. La prochaine fois, nous verrons la stabilité donc en roulis et en lacet après avoir vu celle en tangage. J'espère ne pas avoir été trop long, j'espère que vous aurez bien saisi tout ce qu'on vient de dire. N'hésitez pas à revoir cette vidéo ralentie. N'oubliez pas qu'il y a le forum pour poser toutes les questions que vous voulez. À la semaine prochaine.